je vais vous résumer ce livre, que ton mouvement soit ton médicament. Ou dit autrement, restaurer votre santé par le mouvement naturel. Une édition de 2022 de 222 pages dont nous allons voir la table des matières. Une première partie qui va être dédiée au fait de comprendre ce dont on va parler par la suite, avec une petite partie pour bien expliquer ce que l'on entend par mouvement. Puis dans la deuxième partie, nous allons commencer à voir comment bouger, en parlant tout d'abord de transition, car ce livre s'adresse à tout le monde, y compris pour ceux qui sont plutôt sédentaires. Puis on parlera de notre assise à travers nos pieds, nos différentes positions, assises ou debout. On verra dans ce chapitre que l'on a besoin de développer aussi le haut du corps, et que de savoir se relâcher est tout aussi important. Dans le chapitre 9, on ira détailler la marche, un outil indispensable. Puis on s'attardera un peu aussi sur notre bassin. Et puis dans la dernière partie, nous allons voir comment bouger plus, comment bouger de manière qualitative et apporter des variations aussi qui vont nous permettre d'éviter de se lasser. L'auteure Cathy Bauman est biomécanicienne. Elle enseigne le mouvement et donne des conférences sur la sédentarité et sur l'écologie du mouvement devant des publics universitaires et scientifiques. Elle a écrit différents livres, dont celui-ci qui est un best-seller traduit dans 12 langues. En introduction, elle va nous parler de la santé. Elle nous précise déjà que l'expression de la bonne santé revêt des significations différentes selon les gens. Effectivement, comment savoir si nous sommes en bonne santé ? La vraie et l'objective. En effet, nous limitons bien souvent la santé à ce que notre apparence dit de nous ou à ce que les rapports médicaux disent de nous. Mais nous accordons bien souvent moins d'importance à comment nous nous sentons. Pourtant, c'est bien là le premier indicateur de notre santé au niveau cellulaire. Bon, bien sûr, il est probable que l'on se sente vraiment bien la plupart du temps, mais peut-être que quelques fois par an, on peut se bloquer le dos, avoir des maux de tête qui reviennent suffisamment souvent, ou peut-être que l'on souffre de constipation chronique. Par ailleurs, on peut avoir l'habitude de se fouler la cheville, ou d'avoir des genoux qui nous empêchent d'entreprendre des longues marches. Et la question que l'on peut venir à se poser, c'est à savoir si nos fonctions biologiques naturelles sont pleinement opérationnelles. Voilà, elle nous conseille quelque chose qui me plaît beaucoup, à savoir de prendre un petit carnet et de dresser un tableau plus objectif de notre état de santé, dans lequel on pourra noter les éléments suivants, que ce soit diagnostic, médicaments, opérations, mais aussi, voire surtout, les parties de notre corps qui nous alertent régulièrement, celles qui nous font mal. Au passage, c'est bien grâce à ça, en ayant noté, que je me suis rendu compte qu'après 10 ans de douleurs articulaires, j'ai fini par décider que je ne pouvais pas rester comme ça et qu'il fallait que j'entreprenne des changements. Bref, très bon conseil. Puis elle nous dit que le mouvement, à l'instar de l'alimentation, n'est pas facultatif. Tout comme une alimentation carencée peut entraîner des problèmes de santé, un manque de mouvement ou un mouvement inadéquat peut engendrer ce que l'auteur appelle des maladies de la captivité. C'est pour ça que le concept central du livre est celui de la nutrition par le mouvement. Alors première partie, pour mieux comprendre, et pour elle, de la même manière qu'il nous faut une alimentation variée, il sera nécessaire d'avoir un profil de charge varié pour aller vers une santé optimale. Donc elle va développer en détail ce concept de charge. Les charges sont définies comme les forces et les contraintes mécaniques auxquelles le corps est soumis et qui influencent la structure et la fonction des cellules. Et l'auteur souligne que chaque charge est unique. Attention, le poids et la charge sont différenciés. Le poids en lui-même, en effet, n'est pas le facteur déterminant, mais plutôt la manière dont il est porté et les charges qu'il génère sur le corps. Quant aux manières d'appliquer un même poids qui impliquera des efforts différents sur le corps, voici le genre d'image qu'elle peut présenter. Ici, on pourrait porter notre citrouille de 6 kg de différentes manières, ou encore toujours un poids de 6 kg mais avec différentes citrouilles de différentes manières là aussi. Donc comme elle explique, il y a les charges et les variables de charge. On voit ici dans ce tableau toutes les variables qui peuvent influencer la charge initiale, ce qui va nous permettre de jouer avec ces variables pour les appliquer à différents types de mouvements. Chapitre 2, le mouvement, les charges et nos gènes. Ici, on remet en question l'idée que la santé est uniquement déterminée par nos gènes. Puis elle détaille aussi comment améliorer la robustesse osseuse. Alors voici les points clés à appliquer pour une ossature plus robuste. Déjà, diversifier les mouvements, c'est crucial pour une ossature solide. Adopter aussi une approche holistique. En effet, il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice, mais de repenser notre relation au mouvement et de l'intégrer dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit pour marcher, se tenir debout, s'asseoir, porter des objets, toutes ces actions quotidiennes doivent être considérées. Puis aussi se défaire de la sédentarité, car bien sûr la position assise prolongée est un véritable fléau qui finit par limiter l'amplitude des mouvements,
affaiblir les muscles et réduire la stimulation osseuse. Donc on ne reste pas toujours assis, on passe à la position debout, voire accroupi assez régulièrement. En effet, l'accroupissement est une position ancestrale largement délaissée et pourtant elle sollicite un grand nombre de muscles et favorise une répartition optimale des charges sur le bassin et les jambes. Elle nous invite aussi à marcher davantage et différemment. On va aussi pouvoir libérer la mobilité du buste. En effet, le haut du corps joue un rôle crucial dans le maintien de la colonne vertébrale et dans la répartition des charges. Renforcer et mobiliser les bras et les épaules permet de soulager le bassin et d'améliorer la posture globale, ce qui influence positivement la santé osseuse. Donc voilà, à travers tous ces principes, on en va encourager une meilleure communication corporelle. Chapitre 3, la différence entre exercice et mouvement. En effet, le mouvement englobe tous les types de mouvements du corps, tandis que l'exercice est une forme structurée et souvent répétitive de mouvement. Et l'auteur met en lumière les limites de l'exercice en tant qu'unique source de mouvement et souligne l'importance d'intégrer davantage de mouvements variés dans la vie quotidienne. Elle utilise l'exemple de la mobilité du pied et du nombre de configurations articulaires possibles pour illustrer la richesse et la complexité du mouvement. Pour nous aider à séparer ce que l'on appelle mouvement et exercice, elle utilise ce petit graphique, commencer à figurer ce qu'elle appelle les mouvements, que ce soit faire un signe de la main, se gratter le nez, marcher sur une poutre, faire le poirier, respirer, tout un ensemble de mouvements relativement naturels pour certains. Et si on passe aux exercices, on sera plutôt habitué à marcher 3 km, à faire des pompes, à faire du pilates ou du yoga. Et bien voilà, les exercices que nous venons de voir ne sont qu'une petite partie des mouvements qu'elle va nous inviter à faire. Chapitre 4, pourquoi nous n'avons peut-être pas besoin de faire du cardio. Elle souligne l'importance de la circulation sanguine au niveau capillaire, ainsi que les effets néfastes d'une sédentarité prolongée, même chez les personnes qui pratiquent une activité physique régulière. Dit autrement, quelqu'un qui fait son jogging assez régulièrement fera un des types d'exercices, mais aura tout intérêt à compléter par d'autres mouvements. Alors pour ça, elle précise un peu le système cardiovasculaire, en nous disant qu'en général, on pourrait avoir tendance à le représenter de la sorte, ici en détaillant au niveau de la main, mais ça serait oublié que ça ressemble plutôt à ça. En effet, la densité de notre réseau capillaire est vraiment énorme. Il est ramifié à tel point que la plupart des cellules de notre corps sont à moins de 50 micromètres d'un capillaire, ce qui correspond à 2 à 3 cheveux humains. Et ce chapitre se termine en mettant en garde contre les dangers d'une position assise prolongée. En effet, si on reste trop longtemps comme ça, on ne pourra jamais être complètement droit une fois remis debout. On aimerait bien se dire et se voir debout comme ça, mais on aura plutôt tendance à se retrouver debout comme ceci. Bon, bien sûr, la position debout statique prolongée est aussi embêtante. On est donc invité à varier les postures et les activités de faible intensité tout au long de la journée. Puis chapitre 5, réussir sa transition. Première transition pour elle, pour aller vers un mode de vie plus actif, c'est de commencer par un mouvement fondamental qui est la marche. Et elle met l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, en soulignant que marcher correctement est essentiel pour bénéficier pleinement de ses bienfaits. Elle nous dit que la marche moderne est souvent décrite comme une série de chutes contrôlées, impliquant une faible activation musculaire et une extension limitée de la hanche. Elle nous encourage donc à adopter une marche plus active, impliquant une propulsion consciente et une meilleure utilisation des muscles fessiers. Quant à la distance et à la fréquence de marche, elle met en garde contre l'idée qu'une seule séance de marche intensive par jour suffit pour compenser une journée de sédentarité. Elle recommande de répartir la marche tout au long de la journée pour une stimulation mécanique plus régulière du corps. Chapitre 6, nos pieds, notre position assise et notre position debout. Déjà, on va voir comment prendre soin de nos pieds. Bien sûr, le port de chaussures, en particulier celles à talons ou à semelles rigides, limite le mouvement naturel des orteils et de la cheville. Cela peut entraîner un raccourcissement des muscles du mollet et une diminution de la force et de la proprioception du pied. Elle nous propose des exercices correctifs pour améliorer la mobilité des pieds et notamment l'étirement des mollets, l'étirement du dessus du pied, avec par exemple ce genre d'exercice, et encore la mobilisation des os du pied à l'aide d'une balle, etc. Et l'auteur insiste sur l'importance de passer du temps pieds nus. Cela permet aux pieds de retrouver une fonction naturelle, entre autres. Elle nous parle aussi de connexion à la terre, et là je vous renvoie à mon livre « Connectez-vous à la terre » pour plus d'infos sur ce sujet. Puis elle va détailler les bienfaits de la marche pieds nus, ainsi que de la course pieds nus, et là je vous renvoie à la version longue de cette vidéo pour plus de détails. En tout cas, attention, on est invité à adopter une transition progressive, ne surtout pas faire une transition trop brusque vers la marche pieds nus, en particulier après des années de port de chaussures conventionnelles.
Il est crucial de préparer progressivement le corps en renforçant les muscles des pieds et des jambes, en augmentant progressivement la durée et l'intensité des séances et en choisissant des terrains adaptés. Donc marcher pieds nus représente bien plus qu'une simple activité physique. C'est une pratique qui permet de renouer avec notre nature profonde, de retrouver la mobilité et la sensibilité de nos pieds, d'optimiser notre posture et notre démarche et de stimuler notre corps dans sa globalité. Alors en intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous contribuerons à un profil de charge plus naturel et à une meilleure santé globale. Et je confirme que même en hiver, on peut rester pieds nus. Bon, bien sûr, comme tous les sujets, si en cas de doute, on peut être invité à consulter un professionnel de santé. Puis on passe au fait de s'asseoir. L'auteur nous encourage à explorer d'autres positions assises que la chaise traditionnelle. On peut s'asseoir au sol en variant les postures, ce qui permet de mobiliser les hanches, les genoux et la colonne vertébrale, et de prévenir les raideurs et les douleurs associées à une position assise statique prolongée. Voilà une petite partie de l'illustration qui montre les différentes méthodes de s'asseoir dans les différentes régions du monde. Un bon exemple pour donner des idées pour varier nos positions assises, même si c'est une transition rapide entre deux positions assises sur une chaise, ça nous fera bouger. Donc elle va détailler aussi avec des petits schémas différentes techniques comme le fait d'être assis plante contre plante, être assis en tailleur, pied contre le mur, assis en V, etc. En tout cas, elle nous encourage à varier les positions tout au long de la journée. Puis il y aura aussi des exercices pour se tenir debout. La posture debout, bien que plus active que la position assise, peut également entraîner des problèmes si elle est maintenue de manière statique et répétitive. Et là, elle propose des conseils pour améliorer sa posture debout, notamment redresser ses pieds, engager une rotation externe des fémurs, trouver le placement neutre du bassin, relâcher les rotules, etc. Elle nous encourage à déplacer notre poids régulièrement et adopter une posture dynamique quand on est en position debout. Chapitre 7. Mains de souris et bras de singe. Ici, on aborde la mobilité et la force du haut du corps, souvent négligées dans les programmes d'exercice traditionnels. L'auteur utilise l'image de mains de souris pour décrire la faiblesse et la raideur des mains et des bras résultant d'une utilisation excessive des ordinateurs et d'un manque de mouvements variés. Elle propose des exercices pour développer des bras de singe, c'est-à-dire des bras forts et mobiles capables de supporter le poids du corps et de réaliser des mouvements complexes. Puis elle propose des exercices, on va pouvoir retrouver les mains en prière inversée, les extensions des doigts, l'extension thoracique et retrait de la tête, les pompes des rhomboïdes comme vu ici sur cette planche, et aussi l'étirement des mains à quatre pattes, la langue allongée, le moulin à vent, et aussi comment se suspendre, se balancer et bien plus encore. D'ailleurs, elle met vraiment l'accent sur l'importance de la suspension et du balancement pour renforcer les muscles du dos et des bras et pour améliorer la mobilité des épaules. Chapitre 8, il est difficile de se reposer dans un zoo. Ici, elle explore le concept du repos et de la relaxation, le tout dans un contexte d'un mode de vie moderne. Et l'auteur souligne que le repos est essentiel pour la récupération et la régénération du corps, mais que c'est souvent négligé ou mal compris. Elle propose donc des techniques pour améliorer la qualité du repos, en commençant par la conscience corporelle et le relâchement des tensions musculaires. Les différents exercices de relâchement musculaire seront présentés, comme comment relâcher l'abdomen. On verra aussi comment relâcher la mâchoire. Chapitre 9, la marche en détail. Ici, on va être encouragé à s'inspirer du règne animal pour améliorer notre démarche. Et là, différents types de marches sont analysés en identifiant les dysfonctionnements et les compensations musculaires qui peuvent survenir. L'auteur propose des exercices correctifs pour améliorer la mobilité et la force des muscles impliqués dans la marche, avec notamment des tests d'extension de la hanche, ou comme sur cette planche, l'étirement des quadriceps, et des exercices d'inclinaison du bassin, etc. L'auteur souligne l'importance de la qualité du mouvement et de l'activation musculaire conscient pour maximiser les bénéfices de la marche. Et elle remet en question l'idée que le nombre de pas est le seul indicateur important. Elle nous encourage à nous concentrer sur la fluidité et l'efficacité de notre démarche. Et elle insiste, la marche n'est pas optionnelle, c'est un impératif biologique. Chapitre 10, vous n'avez pas le bassin de vos grands-parents. Là ici on se concentre sur le bassin, cette partie du corps essentielle pour le mouvement et la stabilité. On sait à quel point il est important aussi pour la procréation ainsi que pour le soutien des organes internes. Et nos habitudes modernes ont des impacts négatifs sur la structure et la fonction du bassin. Elle nous présente le concept du bassin intégral, c'est-à-dire un bassin qui participe activement à tous les mouvements du corps. Ce n'est pas une simple structure rigide et isolée,
mais un élément dynamique et interconnecté avec l'ensemble du corps. Elle analyse le rôle du bassin dans la marche et souligne l'importance d'une extension complète de la hanche pour une démarche efficace et sans douleur. Elle aborde aussi la question de la disparition des fessiers dans la société moderne et explique que ce phénomène est lié à un manque de sollicitation de ces muscles dans la vie quotidienne. Par contre, elle met en garde contre les exercices de renforcement des fessiers qui ne prennent pas en compte l'ensemble de la biomécanique du corps et peuvent aggraver les problèmes de posture. Là, on va retrouver son opposition entre ce qui est exercice et mouvement. L'auteur met en avant l'importance de la position accroupie, un mouvement naturel et fondamental qui sollicite l'ensemble du corps et en particulier les muscles du bassin. Et la capacité à s'accroupir est un indicateur de la mobilité et de la force globale du corps. Là, on peut toujours tester ici nos capacités à s'accroupir en prenant certes des précautions. C'est effectivement un bon indicateur. Puis on verra des exercices correctifs du bassin, car plus de 30 muscles s'attachent au bassin, au sacrum et au fémur, et tous affectent l'environnement biomécanique du bassin. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà commencé à atténuer les tensions et les fragilités gênantes en ajustant notre pas, notre posture assise, nos chaussures, voire de la marche pieds nus, ainsi que la mobilité de notre buste. Et au-delà de ça, elle va proposer différents exercices préparatoires à la position accroupie, comme l'étirement de l'intérieur des cuisses, l'étirement jambes au mur. Voici ici la liste complète que vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. On y verra aussi ce genre d'exercice accroupi sur le dos. Donc l'auteur nous encourage à intégrer la position accroupie dans notre vie quotidienne en l'adaptant à nos capacités et en progressant graduellement. Ici, on nous invite à prendre du recul et à considérer l'ensemble des informations présentées dans ce livre. L'auteur met en garde contre la simplification excessive des concepts et l'utilisation d'un langage imprécis qui peuvent entraîner des malentendus et des erreurs d'interprétation. Elle encourage les lecteurs à se questionner, à rechercher des définitions claires et à développer une compréhension approfondie des principes du mouvement. Elle nous rappelle que son livre n'offre qu'une perspective partielle sur la santé humaine et que de nombreux autres facteurs, notamment les émotions, les pensées et les relations interpersonnelles, jouent un rôle important. En tout cas, elle encourage les lecteurs à poursuivre leur exploration et à intégrer les informations qui résonnent en eux dans leur propre pratique du mouvement. Donc le message principal reste changer de perspective pour une meilleure santé. Elle utilise une image intéressante qui est la métamorphose. Elle prend l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon pour illustrer la capacité du corps humain à se transformer et à s'adapter. En effet, tout comme la chenille qui subit une transformation profonde pour devenir un papillon, nous pouvons également changer nos habitudes et nos modes de vie pour améliorer notre santé et notre bien-être. Et là, souvent, on a une perception limitée de notre corps. En effet, souvent, nous ne portons pas attention aux mécanismes subtils qui opèrent dans notre corps, nous contentant d'une vision superficielle de notre santé. On pourra donc adopter une vision holistique, prenant en compte l'ensemble des facteurs qui influencent notre bien-être. Et on est aussi invité à remettre en question les définitions et les paradigmes. Elle nous encourage à questionner les définitions, à explorer les idées avec un regard neuf et à approfondir notre compréhension du langage scientifique. Et enfin, elle parle aussi de l'importance de l'exploration continue. C'est d'ailleurs bien pour ça que je continue à lire et à apprendre des choses régulièrement, à la fois pour se renouveler, mais aussi pour avoir des répétitions. L'auteur nous encourage à laisser germer les idées qui nous inspirent et à poursuivre notre quête d'une meilleure santé et d'un bien-être optimal. Elle termine par un message puissant. Pour améliorer notre santé, il ne suffit pas de suivre des protocoles d'exercice, il est nécessaire de changer notre perspective, de remettre en question nos idées préconçues et d'adopter une approche globale et consciente de notre corps et de son environnement. Partie 3, bouger plus. Là, on va monter un peu d'un cran dans les mouvements pour aller vers des mouvements plus variés et plus fréquents dans notre quotidien et en s'inspirant entre autres des modes de vie des populations de chasseurs-cueilleurs. Une première partie consiste à s'intéresser au contrôle des alignements. On met l'accent sur l'importance d'une posture adéquate et d'un alignement corporel optimal pour maximiser les bénéfices du mouvement et prévenir les blessures. Premièrement, l'alignement du bassin est crucial. En effet, un bassin bien positionné permet une meilleure répartition des charges et une activation plus efficace des muscles des jambes, du dos et du plancher pelvien. On voit un exemple ici avec cette posture avant ou après correction, avec les pieds qui sont devenus parallèles, les chevilles qui se retrouvent écartées à la largeur du bassin et les fosses des genoux qui sont devenues neutres. Pour mémoire, avant c'était comme ça. Puis on verra une série d'exercices avec 3 catégories d'exercices. Premièrement, rééducation. Là, on vise à restaurer la mobilité articulaire
et à relâcher les tensions musculaires chroniques, que ce soit au niveau des pieds, des hanches et du dos. Il prépare le corps à des mouvements plus complexes et plus intenses. Puis on aura des exercices de force fondamentale. Là, on vise à renforcer les muscles profonds qui stabilisent le corps pour pouvoir améliorer la coordination musculaire. Coordination, sujet très important avant de pouvoir passer à la suite. Et justement, seulement après, on pourra passer à des mouvements plus grands, ces exercices qui visent à augmenter l'amplitude de mouvement des articulations et à solliciter l'ensemble du corps dans des mouvements fonctionnels. Puis elle terminera par le fait de marcher plus, mais quand elle dit plus, c'est aussi d'ores et déjà en insistant sur la qualité de la marche. Elle insiste sur la distance et la fréquence, en nous disant de marcher régulièrement, idéalement de 5 à 10 km par jour, répartis en plusieurs sessions. Et là, on pourra solliciter les muscles de manière plus fréquente et maximiser les bénéfices du mouvement. Quant aux surfaces de marche, bien sûr, on l'a vu, plus elles seront variées, mieux ce sera. En termes de variabilité, on aura aussi la possibilité de varier la vitesse, la cadence, l'inclinaison du terrain et la direction, sans oublier la marche comme une expérience multisensorielle. En effet, marcher en pleine nature, en prêtant attention aux sons, aux odeurs et aux sensations du corps, pourra enrichir l'expérience du mouvement et favoriser le bien-être mental et émotionnel. Alors on peut aussi intégrer la marche dans les activités quotidiennes. En effet, au lieu de considérer la marche comme une activité isolée, on peut essayer de l'incorporer dans nos déplacements quotidiens. On peut choisir des destinations accessibles à pied, utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur. C'est ce que j'avais choisi de faire pendant les 10 dernières années de ma vie professionnelle en bureau. Et on peut aussi garer sa voiture loin de notre destination. On peut aussi faire des marches fractionnées, en intégrant des marches courtes de 2 à 15 minutes toutes les 2 heures. On sort de chez soi, on va voir la voisine, on discute un peu, on revient et on se remet à notre activité. On insiste aussi pour dire qu'il faut écouter son corps, toujours commencer progressivement et augmenter la durée et l'intensité de la marche en fonction de ses capacités. Donc voilà, on aura bien insisté pour dire que la marche, c'est un outil puissant qui permet d'améliorer la santé physique et mentale. Puis on va trouver à peu près 140 références scientifiques, que ce soit d'autres livres mais aussi beaucoup d'études scientifiques. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Je suis très en phase avec ce livre qui va déjà aborde une partie théorique pour mieux comprendre pourquoi faire les choses. Il y aura toujours quelques mots d'anatomie. On sera aussi toujours invité à avoir une approche particulière pour ceux qui ont des limitations dans leur mouvement. Et effectivement, je suis très en phase avec cette approche de mouvement le plus naturel possible, que ça soit en position accroupie, mais aussi dans des mouvements qui imitent le déplacement de certains animaux, en variant les mouvements, en variant les supports. Pratiquer ça sur un sol dur, dans l'herbe, dans du sable. Elle a bien insisté pour dire que le mouvement était seulement un des piliers. Je suis d'accord avec elle pour dire qu'il fait partie des plus importants. En effet, ceux qui commencent une approche de santé globale vont souvent démarrer par l'alimentation et parfois trop rester bloqués dans l'alimentation. Alors qu'au bout d'un certain temps, avec une écoute, l'alimentation, eh bien ça le fait, on sait ce qu'il nous faut, on sait quand s'écarter et quand revenir à ce qui nous convient. Par contre, le mouvement, souvent un sujet plus compliqué et il est aussi difficile de garder la motivation. Donc là, je rejoins son conseil et mon conseil classique qui est le carnet pour noter. Noter pour la journée ou pour la semaine ce que l'on a envie de faire, en n'oubliant pas de noter ce que l'on a réussi à faire pour arriver à se dire que l'on a bien travaillé, que l'on est content de soi. Je vous renvoie aussi à la méthode Change ma vie qui permet d'avoir la vision de ce que l'on veut faire, l'état des lieux de nos ressources, donc ici nos capacités physiques, et la troisième partie qui est l'élan pour garder cette motivation. Donc bien sûr, pieds nus, j'abonde dans ce sens. D'ailleurs, je reviendrai sur le sujet pour expliquer comment je suis parvenu à courir pieds nus maintenant. Et bien sûr, tout ça avec une progression très graduelle. En tout cas, que du bonheur et que des bons effets au niveau santé. Et j'abonde aussi dans son message final qui est changer de perspective pour une meilleure santé. Elle a bien insisté pour continuer de lire, d'apprendre, de se questionner. En tout cas, ce livre devient pour moi une des références pour aborder ce pilier. Pour conseiller à quelqu'un de bouger un peu différemment et un peu plus, je pense que ça peut être une bonne solution. Voilà, vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo pour rejoindre cette chaîne, pour la supporter ou pour accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.